À part nous, il n'y a pas grand monde qui va dans ce putain de trou. Faut être taré déjà. Voilà. Ça, c'est terrible. Ça, c'est l'enfer. C'est... Voilà. Vaut mieux avoir affaire à un rat qu'une lingette. Comme on nous dit, on est des doudingues. Le championnier, sur son nom, c'est le jardinier de la nuit. C'est du jardinage, en fin de compte, le champignon. Il reste tout un tas de finitions à réaliser, mais d'ici 2 mois, tout ça, ce sera terminé. C'est là qu'on commence à faire du sport. On va ramper sur 15 mètres. Nord-ouest de Paris, 9h du matin. Des hommes enfilent leur uniforme. Ils s'apprêtent à passer la journée sous terre. Prendre celui-là, là. On va descendre. Deux en surface pour le moment, radio. Voilà. Voici donc les égoutiers. Ces hommes vont inspecter les conduites. C'est Aldo qui mène la troupe. La plaque à peine soulevée. Une mauvaise surprise. Qu'est-ce qui se passe là? Et la scène est déjà là? Ouais, elle est déjà là. On se met sur 1. J'ouvre la marche et puis Vas-y, je descendrai. je vous donne le feu vert. En théorie, cet égout ne récolte que des eaux de pluie. Le temps est sec, donc quelque chose ne va pas. Quand là il y a de l'eau, c'est quand même pas normal. C'est pas logique quoi. On ne devrait pas avoir d'eau à moins que ce soit la Seine qui soit montée jusqu'ici. Je sais pas. C'est bizarre. Là on peut constater quand il y a un niveau de Seine, quand la Seine monte très haut, la Seine peut monter jusque là. On a ce qu'on appelle des traces de marnage. Elle peut monter jusque là et jusqu'ici. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on arrive même jusqu'au bout là-bas. Et au bout là-bas, il y a la Seine. C'est là que les eaux de pluie sont déversées. Voilà. Maintenant, il faut espérer qu'une péniche passe pas au moment où on arrive, sinon on aura droit à être trempé. Ça y est, moi je suis en train de me noyer là. Ça y est, j'ai plein d'eau. On rigole, mais impossible d'aller plus loin. Aldo et ses hommes vont donc faire demi-tour. Le risque, si l'eau monte encore, c'est que les eaux de pluie se mélangent aux eaux usées. Pollution de la Seine, surcharge des canalisations. On peut vite frôler la catastrophe. Je suis trempé. La Seine, elle est super haute. Il n'y a pas une minute à perdre. Aldo et son équipe de choc vont maintenant vérifier s'il n'y a pas de fuite dans la canalisation la plus proche. Vérifier l'état du réseau, c'est une des missions quotidiennes de l'égoutier. On va descendre et je vais aller voir ce qui se passe. C'est toujours Aldo qui descend en premier. Ok, c'est bon. Ce n'est pas pour rien que ses collègues l'ont surnommé Patton, comme le célèbre général américain. Ils ont la même devise. Le courage, c'est avoir peur avec une minute de retard. Là maintenant, on est plus sur un pluvial. Maintenant, on est dans un unitaire. Donc là maintenant, c'est méfiance totale. Ici, on ne marche pas dans les eaux de pluie, mais dans les eaux usées de la ville. Bactéries, maladies, les égoutiers sont exposés à toutes les contaminations. C'est un métier que les gens ne connaissent pas. On est très peu à faire ça. Mais faut faire ce métier-là par amour, je pense. On le fait pas pour le salaire. Ça, c'est la blague du jour. C'est la blague, mais l'égout, lui, est dans un état catastrophique. Ça, c'est... voilà. Tout est pourri. Les parois tombent en morceaux et l'eau s'infiltre partout. C'est vraiment de faire attention. Hein. Ça, c'est à surveiller. Et là, la mauvaise surprise. Et voilà ce que les gens jettent, par exemple. On parlait du tout à l'égout. Alors là, c'est une brocante. On a de tout. Voilà. On peut avoir... ça varie. On a trouvé des moteurs de voiture.
On trouve de tout. Ouvert. Ces objets n'arrivent pas là par hasard. Certaines personnes, fort peu scrupuleuses, n'hésitent pas à soulever les plaques d'égout pour se débarrasser de leurs poubelles. Il peut y avoir n'importe quoi. Maintenant, enlever ça, le problème, c'est qu'aucun camion ne peut le faire, donc tout ça, c'est à la main. C'est-à-dire que quand on enlève ça, c'est avec un pointrol, marteau, pointrol, et puis et ressortir tout ça à la main. Donc là, c'est assez... c'est vraiment beaucoup de boulot, quoi. Surtout qu'il y a une sacrée épaisseur. Mais le pire, c'est que ce n'est pas le pire. Ça, pour nous, c'est un cancer. Le cancer de l'égoutier, le voilà. Voilà, ça, c'est de la lingette. Voilà ce que ça donne, à grande quantité. C'est vraiment un vrai bordel. Voilà. Regardez. Biodégradable. Voilà. Ça, c'est terrible. Ça, c'est l'enfer. C'est... Voilà. Vaut mieux avoir affaire à un rat qu'une lingette. Le rat, on va s'en faire un copain, même s'il y en a beaucoup et que les gens se plaignent, mais il en faut, parce que le rat permet de manger, on va dire... Le rat, on va dire, va faire... Allez, on va se faire moite-moite, on va se faire 50% du boulot. Il va nous bouffer la graisse, et puis nous, on va lui enlever ses lingettes, et le sable. Les égoutiers donc détestent les lingettes, mais nous allons bientôt voir que ce n'est pas le plus dangereux pour eux. À une dizaine de kilomètres de là, Nicolas Derrien commence sa journée de travail lui aussi, à 20 mètres sous terre. Il est ingénieur et chef de projet à la RATP. Depuis plus de 2 ans, c'est lui qui est en charge du prolongement de la ligne 12 du métro qui traverse Paris du nord au sud, mairie d'ici, porte de la Chapelle. Un chantier colossal qui a coûté près de 200 millions d'euros. Les travaux doivent être finis dans 1 mois. Il reste encore beaucoup de travail. Donc nous voilà arrivés à Front Populaire, donc la 302e station du réseau. Donc au jour d'aujourd'hui, là, on est sur le quai départ. Paris est dans cette direction. Donc d'ici à peu près 2 mois, les premiers voyageurs emprunteront ce quai pour aller en direction de Paris et pour être à Saint-Lazare à peu près en une vingtaine de minutes. Et au niveau supérieur, on peut déjà imaginer à quoi ressemblera la station. Donc ici, on se trouve dans la salle des billets principale. Donc le comptoir d'information qui se trouve là, la ligne de contrôle, un futur commerce. Donc on est en train de finir ici les faux plafonds, l'éclairage est posé, la partie vidéo également. Bien, Nicolas est confiant, tout est en place pour accueillir les premiers voyageurs, à quelques détails près. Il reste tout un tas de finitions à réaliser, mais d'ici 2 mois, tout ça sera terminé. Soudages à finir, carrelage à poser, câbles à ranger. Le chantier semble impressionnant et pourtant, la partie la plus spectaculaire des travaux est terminée depuis 1 an déjà. 5 km de tunnels ont été creusés entre l'ancien terminus, porte de la Chapelle, et bien sûr la mairie d'Aubervilliers. On a eu recours à un tunnelier. Donc un tunnelier, c'est un objet qui fait à peu près 80 mètres de long, qui pèse 1300 tonnes, avec une roue de coupe de 230 tonnes. On fait travailler 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. On peut aller jusqu'à des vitesses de 25 mètres par jour de réalisation de tunnels. Les bonnes journées, bien évidemment. Un travail de fourmi dans des conditions extrêmes. Quand il est en fonctionnement, il fait un bruit assez infernal et puis il fait aussi une température assez exceptionnelle puisqu'il fait régulièrement de l'ordre de 35 degrés, voire 40 degrés juste à l'avant du tunnelier, puisque quand l'ensemble des équipements sont en fonctionnement, il y a un dégagement de chaleur qui est vraiment très très important et quand on est juste derrière la roue de coupe, c'est assez extraordinaire en fait. Une fois la station ouverte, pas question de se reposer, il restera 4 km de rails à poser pour atteindre la future station mairie d'Aubervilliers. Au total, le métro parisien s'étendra sur 226 km. Un chiffre impressionnant et pourtant sous Paris, certaines galeries sont encore plus longues. « 10h du matin, au cœur de Paris, à quelques mètres de la prison de la Santé. » Je vous annonce début de mission dans les anciennes carrières de Paris, sous le 14e et 6e arrondissement à 1+3.
jusqu'à environ 14 h. Sylvie Gaudron a 41 ans. Elle est brigadier-chef du groupe de protection et d'intervention, dont l'une des missions les plus impressionnantes est de faire respecter la loi dans les catacombes de Paris, un vaste réseau souterrain de 250 km. Une mission qui peut se révéler dangereuse. En dessous, on est complètement on est coupé du monde. Il faut savoir que le téléphone, la radio administrative ne passe pas. On ne peut pas appeler de renfort. On ne peut compter que sur nous. Les catacombes datent du XIIe siècle. À l'époque, il s'agit de simples carrières de calcaire. Après leur fermeture, elles ont été oubliées et Paris s'est agrandi juste au-dessus. Juste avant la Révolution, ces immenses vides souterrains servent à entreposer des ossements des cimetières parisiens qui débordent. En quelques années, 6 millions de sépultures sont déplacées dans les carrières. C'est ainsi qu'est né le fameux ossuaire, sous la place d'Enfer Rochereau. Aujourd'hui encore, c'est l'une des grandes attractions touristiques de la capitale. 2 kilomètres de galeries tapissées d'ossements. Frisson garanti. Pourtant, les 250 kilomètres d'anciennes carrières représentent un réel danger. Il y a à peine plus de 50 ans, en 1961, la petite ville de Clamart en banlieue parisienne s'effondre, 21 morts, 45 blessés et des centaines de sinistrés. C'est tout un quartier qui a disparu sous terre. Si aujourd'hui c'est l'inspection générale des carrières, l'IGC qui s'assure que le sous-sol est solide, les policiers, eux, veillent à ce que personne ne pénètre ou circule dans les galeries. Ces policiers uniques au monde portent un nom, on les appelle les cataflics. Quand tu veux. Tu fermes ? Je ferme. Les 3 cataflics vont s'enfermer durant 5 heures dans les entrailles parisiennes, avec en tête 3 missions. Nos descentes, c'est pour vérifier qu'il n'y ait personne, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de trou, et c'est pour également apprendre à se diriger, prendre l'habitude. Aujourd'hui, c'est le baptême du feu pour Virginie, 30 ans. Ce matin, pour la première fois, c'est elle qui servira de guide. Ici, pas de GPS, juste une carte. Et dès le premier embranchement, les choses se compliquent. Celle qui part... celle-ci, là. Ah, tu veux prendre celle-là? Ah oui, donc c'est pas celle que je suis en train de prendre, c'est l'autre. Ok, donc c'est la deuxième. D'accord, ok. J'aime pas quand on dit d'accord, ok. Il y a des flèches, suis les flèches. Ouais, les flèches. À gauche. Et Là, après, on j'ai a- dit, on va à non. celle. Ici, toutes les galeries se ressemblent. Il est donc extrêmement difficile de se Et là, repérer. c'est la troisième. Oui. Voilà. Jamais faire confiance aux autres, toujours vérifier par soi-même. C'est pas très compliqué avec le plan. C'est juste, de temps en temps, on se déconcentre, on parle, on fait plus très attention, et puis voilà. Les policiers apprennent à se repérer, mais surtout, ils vérifient que personne ne déambule ici. Le principal ennemi des cataflics, ce sont les cataphiles, des passionnés du Paris souterrain qui passent une partie de leur temps dans ces galeries. Ils se disent explorateurs, donc ils essaient de voir s'il n'y a pas d'autres galeries derrière qu'ils pourraient visiter. Une pratique très risquée. En 2008, Sylvie et ses équipes reçoivent un appel d'urgence. Un cataphile débutant aurait disparu depuis 2 jours sous terre. On l'imaginait dans le nord, vu ce qu'on nous avait dit, donc on a commencé par le nord, et on a ratissé jusque dans le sud, et on l'a retrouvée que dans le sud. Donc la pauvre personne, elle était déshydratée, elle savait plus où elle était. Elle était dans le noir complet, sans lumière, sans rien. On était des sauveurs, des dieux, presque. Et tu dois t'engager comme ça à chaque fois. Tu suis la flèche, en fait, tu vois, regarde, tu suis la flèche, toujours tout droit. Ces missions souterraines sont loin d'être faciles. Elles se révèlent même souvent épuisantes. C'est là qu'on commence à faire du sport. On va ramper sur 15 mètres. Ces tunnels étroits s'appellent des chatières. Ce sont des raccourcis creusés clandestinement par les cataphiles pour relier les galeries entre elles. Des cavités potentiellement dangereuses puisqu'elles peuvent s'effondrer à tout moment. Et ce matin, les policiers repèrent ce qui semble être une nouvelle chatière. On l'a ce truc sur le plan? Ouais, parce que la pierre est là, elle fait 30 cm d'épaisseur. Ils ont quand même pas coupé ça. Non praticable. Ah ok, bah c'est ça. C'est ça. Mais il y a 3 marches. Oui, bah c'est pour ça en fait que je me rappelais pas. C'est pas un escalier, 3 marches.
C'est 3 marches et un trou. Fausse alerte pour cette fois, pas de risque d'éboulement. Ce passage est déjà indiqué sur la carte. Comme quoi, hein. On a beau connaître, on connaît pas tout comme il faut. L'inspection continue et Virginie a encore un peu de mal à se repérer. Je ne sais. Oh là, ça y est, on se rapproche du cimetière Montparnasse, il fait froid. T'étais obligé de me dire qu'on allait au cimetière, hein? Mais non, mais Ben ici, oui, ça me avec fait ce que rien tu m'as ici, dit. mais c'est pas le fait que ce soit sombre, noir, machin qui me dérange. C'est juste parce que, voilà. Mais si tu vas en plein jour, c'est pas noir et sombre. Oui, mais c'est le côté. C'est le côté que voilà, tu sais pas qu'il y a dans les trous là. Et que ça se trouve, il y a des gens que je connais et que je vais marcher dessus et ça j'aime pas. Mais non, t'as pas marché dessus. Chemin faisant, des ossements disséminés semblent indiquer le chemin. Ils mènent tout droit au croisement que l'on appelle ici le carrefour des morts. Ils les ont mis à l'extérieur maintenant. Ah non, ils en ont ramené d'autres. Vous avez une galerie qui a été condamnée par l'inspection des carrières. Elle a été remplie d'ossements. Et la spécialité des cataphiles, c'est d'ouvrir pour aller voir ce qui se passe derrière. Donc ils ont ouvert. Au détour d'un bloc de calcaire, des indications attestent de l'existence d'une vie souterraine. Un petit aménagement. Ils ont appelé ça la librairie. Ils amènent des livres. Certains en amènent et les autres les font brûler. Je pense pas que ça soit la priorité des catas de venir ici pour lire un bouquin, mais ils se font leur petit monde et donc ils se créent une librairie, voilà. Leur discours en surface fait qu'ils disent pas tout ce qui se passe en dessous, ils veulent garder un certain mystère. Bah ça doit faire partie du mystère. Cela fait 2h30 maintenant que les policiers déambulent sous terre. Ils ont beau combattre les cataphiles, leurs installations sont parfois les bienvenues. Ça vous pose un souci la pause technique? Non. Bon, allez, la pause technique ici. Ce n'est pas parce qu'on travaille sous terre qu'on n'est pas maniaque. Un peu de ménage, un sandwich, quelques bougies et le tour est joué. On est des flics, mais il faut bien qu'on mange quand même. Hein. Mais sous terre, on est les seuls. Le policier de France à descendre comme ça sous terre. C'est moi qui ne comprends pas. Les cataflics vont reprendre leur route dans quelques instants avec à la clé une rencontre inattendue. Au même moment, à l'ouest de la capitale, un curieux chantier. À côté du quartier de la Défense, Angèle Moyoli s'apprête à entrer dans une ancienne carrière de calcaire. Angèle est champignoniste, l'un des derniers à produire le vrai champignon de Paris. Une carrière, ou plutôt une cave, comme il l'appelle, située à 10 mètres sous terre et achetée par son grand-père au milieu des années 50. Le champignon, c'est une tradition. Mon grand-père était championiste, mes parents, mes oncles, toute la famille était championiste, donc j'ai vu toutes les évolutions. Il y a une succession qui se fait aussi dans le travail. Et bon, c'est un métier que j'ai toujours fait, toujours vu, puis toujours aimé aussi. Un métier qu'Angèle apprécie malgré sa principale difficulté, l'obscurité. Le championiste, en son nom, c'est le jardinier de la nuit. C'est du jardinage, en fin de compte, le champignon. C'est à peu près pareil, sauf qu'on est à l'intérieur. Alors, en cave, de toute façon, on ne voit pas le temps comme à l'extérieur, surtout ça. En cave, on ne voit pas le soleil. Si on ne regarde pas l'heure, on ne sait pas l'heure qu'il est. Et ici, on se croirait vraiment à part, on recule dans le temps, quoi. La culture du champignon est née au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, par un heureux hasard, ou plutôt grâce à des chevaux situés devant les carrières. Si vous voulez, la petite histoire a dit que les carriers extrayaient la pierre, ils avaient des écuries et des chevaux à l'entrée de la cave. Après plusieurs semaines, les ouvriers constatent que les champignons poussent sur le fumier des chevaux. Donc ils ont pris une mode de fumier ensemencé, ils ont mis un autre tas de fumier, miracle, quelques temps après un autre champignon. Et ils ont dit, bah tiens, si on reprenait notre tas de fumier, on l'allait dans la cave, plus loin. On a toujours la même température, la même ambiance. Donc ils ont continué leur essai, puis la culture a commencé comme ça. Ici. Et c'est comme ça que le métier de champignoniste était né. Tout ici, les petits points blancs qu'on voit ici, tous les reliefs blancs que vous voyez, c'est tout le filament qui arrive en terre qui va former le champignon. Ça va être des champignons à cueillir dans une dizaine de jours. Ils sont tous petits pareils. On surveille, on fait la nurserie.
Alors, après, hop là. Là, on va accélérer. Voilà. Alors ici, c'est déjà plus gros. Là, ils sont bons pour être ramassés, pour être cueillis. À lui seul, Angèle produit 50 kilos de champignons par jour. Des méthodes de travail qui n'ont guère changé, pas de machines, pas d'engrais, pas de pesticides. Désormais, la quasi-totalité de la production des champignons de Paris vient des pays de l'Est. Des champignons qui ne poussent même plus sous terre. Un vrai sacrilège. Ce champignon, c'est un filtre. Il prend le goût où il est. Il pousse sur du fumier, là, c'est une ambiance humide, ça a une ambiance de cave, ça a une odeur particulière, la cave. Ça a une humidité, c'est la pierre. Donc le champignon respire et prend cette odeur-là, et il garde ce goût-là. Et en plus, il pousse tranquillement, pas vite. Donc il a le temps d'absorber cette couleur, cette odeur. Qu'en technique industrielle, il pousse très vite, chaud, avec plein de désinfectants pour pas qu'il s'infecte, qu'il reste blanc. Donc il prend le goût du désinfectant où il a poussé, voilà. Vers la fin du 19e siècle, en région parisienne, on comptait un peu plus de 250 champignonnières. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 5 et tentent tant bien que mal de résister, histoire de faire vivre les anciennes carrières parisiennes. Il est midi, retour dans les égouts avec Aldo et son équipe. On oublie parfois que sous nos pieds, des hommes travaillent et mettent leur vie en danger. Le danger pour les gouttiers, c'est quoi? C'est ça. C'est ce sable qui vient se déposer. Là, on peut marcher pendant des semaines dedans sans avoir aucun problème. Il suffit de se déplacer au mauvais endroit, au mauvais moment, on risque d'avoir une poche de gaz. On a tellement de produits d'entretien dans les maisons, quoi que ce soit. Maintenant, ce mélange de produits forme des gaz, que ce soit n'importe quoi. Donc le danger, c'est qu'on ait une poche de gaz sous cette terre, qu'elle pète, quoi. Et puis là, par contre, on inhale. Ce gaz s'appelle le H2S. C'est du sulfure d'hydrogène, autant dire du poison. Le gaz, qui est dangereux aussi pour les gouttiers, bouffe aussi. On a ce qu'on appelle des barreaux, qui sont normalement en acier. Et l'H2S, voilà ce qu'il en fait. Voilà le gaz, il nous mange tout. Et quand on voit l'effet qu'a le gaz sur l'acier, c'est difficile de ne pas s'inquiéter pour les poumons de nos égoutiers. Afin de réduire les risques d'accident, Aldo et ses hommes sont tous équipés de masques et de détecteurs. On ne peut pas se permettre de rigoler sur une sécurité. Dans un sous-sol, on ne rigole pas. En surface, c'est autre chose. En sous-sol, c'est... L'équipe de chez nous, c'est comme un corps d'armée. Hein. Voilà. On a peut-être le métier le plus dangereux après l'armée et les pompiers. Hein. L'espérance de vie d'un égoutier est inférieure de 17 ans à celle d'un cadre. Et les risques du métier ne sont pas encore officiellement reconnus. On commence à avoir du sable. Automatiquement, maintenant, ça va être méfiance. Il va falloir faire très attention. Maintenant, c'est au gaz. D'accord? Donc, on va marcher dans la douceur pour éviter justement de péter une poche de gaz. Et justement, quelques mètres plus loin, Aldo s'arrête, alerté par une odeur qu'il connaît bien, une odeur donc synonyme de danger. C'est bête à dire, mais ça fait tellement d'années qu'on traîne là-dedans que des petites odeurs qui se déclenchent pas sur le détecteur pour le moment. Je sais pas, il y en a certains sentent le danger et là je pense qu'il y en a un. Donc je vais vérifier de moi-même. Je veux pas qu'on prenne de risque. Donc là, si ça sonne, on sort. Et on se prend pas la tête. Aldo part en éclaireur avec son masque. Là, ça va pour le moment. Là, on n'avancera pas, tu vois. Là, ça devient compliqué, tu vois. On va sortir. Là, il y a pas mal. On sort. Aldo donne l'ordre d'évacuation, il n'y a pas une seconde à perdre. Tout le monde doit sortir. Ouais, ça sent là. Ah oui, ça sent. C'est pour ça qu'il faut faire absolument des tests. On avait un taux d'explosivité qui était quand même de 7%. Il ne faut pas rester à inhaler ça trop longtemps, sinon c'est l'enfer. Cet égout est dangereux. Aldo et son équipe décident d'intervenir en urgence. La journée est loin d'être finie. Nous voilà de retour dans le sud de Paris, sous la place d'Enfer Rochereau. La mission souterraine de nos catafliques se poursuit.
on prend une galerie pour aller dans un endroit qui est assez connu, qui est le bunker allemand. Donc il y a du passage. Mais c'est pas quand même très fréquenté par rapport à d'autres endroits. On peut avoir une idée, c'est par rapport aux tags. Ici, il n'y en a pas trop. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le lycée Montaigne, face au jardin du Luxembourg, les troupes d'occupation allemandes ont installé dès 1943 un abri de défense passive, isolé par d'épais murs de béton et de lourdes portes blindées. L'escalier qui menait des caves du lycée aux catacombes existe toujours, mais il a été muré à de nombreuses reprises. Et voilà à quoi jouent les katas. Ils ont percé le mur. Toujours l'espoir de pouvoir se faire un passage. Les cataphiles essaient de trouver toujours plus de points d'accès au Paris souterrain. Et une fois à l'intérieur, ils laissent des traces de leur passage. Pour délivrer un message, pour communiquer entre eux ou même pour narguer les catafliques. C'est ce qu'ils essaient de faire. D'ailleurs, chaque cataphile signe de son pseudo. Ah, et ça c'est Kafka. Ouais. Oui, C'est une fille donc. voilà. Aidez-nous, on nous enferme, sauvons la biodiversité de la petite ceinture. Je reconnais les tracts parce qu'il n'y a pas... Voilà. C'est la seule c'est une des rares personnes à bien protéger de l'humidité ces tracts. Voilà, donc à force on le sait. Et puis parfois, oui, on les croise, on sait qui c'est. Les policiers ne s'en doutent pas, mais Kafka est justement en train de laisser des tracts sous terre à quelques centaines de mètres de là. Avec elle, un autre cataphile, Gaspard, 50 ans. Impossible de savoir comment ils sont entrés. Les cataphiles conservent leurs petits secrets. Et donc là, elle va déposer un tract, La mystérieuse cité d'or. un petit cité d'or. Voilà. À part nous, il n'y a pas grand monde qui va dans ce putain de trou. Faut être taré déjà. C'est juste pour le fun en fait. On sait que c'est un endroit où les gens ne vont pas aller, ou alors c'est vraiment les explorateurs ou les gens qui sont un peu fondus. Donc voilà, c'est pour dire, bah tu vois, quelqu'un est passé avant toi et puis il a laissé un tract et puis c'est ma gueule. Non, c'est un petit clin d'œil aux prochains explorateurs qui se donneront vraiment la peine d'aller dessous. Donc effectivement, ça concerne qu'une minorité de cataphiles. Le jeu est simple. Plus l'endroit est inaccessible, plus le tract est précieux. Alors là, on est à Montsouris, et Montsouris, c'est assez particulier, à savoir que c'est un endroit qui se casse pas mal la gueule. Et par exemple, là, c'est des morceaux de ciel qui sont tombés. Donc au moment où ils sont tombés, il fallait juste pas être en dessous, quoi. Parce que là, ça pardonne pas. Dans les galeries, on ne parle ni de toit ni de plafond, mais bel et bien de ciel. Et c'est sans doute le seul endroit de Paris où il risque de vous tomber sur la tête. Et c'est un endroit déjà où les gens ne s'aventurent pas trop pour deux raisons. Parce que déjà, c'est bas. En plus, il n'y a pas beaucoup d'indications au carrefour et sur les murs. Donc c'est un petit dédale où on se perd assez facilement. Et puis c'est interdit, cela menace de s'effondrer. On risque de se perdre à tout instant. Bref, une passion compliquée à comprendre pour un non-initié. Un vrai virus, par contre, pour les cataphiles. Je suis tombé dans un tunnel, et dans le tunnel, j'ai vu le trou. Et j'y suis allé. Et je ne sais pas du tout ce que c'était. J'ai vu 3 personnes qui arrivaient au loin, donc avec des bottes, sac à dos, casque, lampe à acétylène comme ça. Ils se sont dit, écoute, si tu veux, tu viens avec nous à l'arrache, mais on ne sait pas combien de temps on reste sous terre. Et c'est assez physique, donc c'est comme tu veux, mais tu viens, tu nous suis, et après c'est marche ou crève, quoi. Moi j'ai fait banco, j'ai fait ma première descente comme ça, à l'arrache, en jean, basket, une descente de 8 heures. Et là, je suis tombé amoureux des katas et après, il n'y avait qu'une seule envie, c'était retourner sous terre. C'était il y a 5 ans et depuis 5 ans, je descends minimum une fois par semaine. Presque toutes les semaines, je passe une nuit sous terre quasiment. Il y a 5 ans, Gaspard n'avait donc jamais mis les pieds sous terre dans ces galeries souterraines. Aujourd'hui, il en connaît le moindre recoin. C'est l'un des seuls d'ailleurs à se diriger sans carte. Là, vous avez des racines, des arbres qui envoient leurs racines carrément qui traversent une quinzaine de mètres de roche. L'humidité en dessous, donc là, les petites gouttes. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, il y a certains endroits où il y a vraiment des grosses racines. C'est vachement sympa. Sous le parc, effectivement, il y a l'eau qui s'infiltre et ça fait des... Regardez,
Il y a des petites fistuleuses là-haut. Et donc l'eau égoutte, elle fait des petites stalactites ou stalagmites? Petite. Et hop là, on va dire, ouais. C'est l'eau qui est chargée de calcaire. On entend le RER. Voilà, on est vraiment sous l'axe là. Le bruit du RER, c'est l'un des rares éléments qui rappellent que nous sommes sous terre. C'est un lieu magique, c'est un endroit qui est hors du temps, qui est totalement... là, ça fait plusieurs heures qu'on est en dessous. Tu as oublié ta journée, tu as oublié ta vie au-dessus, tu vis dessous, tu es complètement déconnecté. Et ça te fait un bien fou, quoi. Moi, lorsque j'ai passé une semaine de boulot où j'étais crevé, je descends le vendredi soir. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, mais je suis en pleine forme, quoi. Ça me régénère total, quoi. C'est un bonheur que d'être en dessous, et puis j'adore ça. J'adore le silence, j'adore la tranquillité. J'ai plusieurs centaines de descentes à mon actif, et des descentes qui peuvent durer 3 jours parfois. Je vais faire un petit tour parce qu'il y a une petite niche sur le côté, et quelquefois les gens laissent des tracts. Attends, monte ton tract avant, du coup. Ah ben, donne-moi un tract, je vais aller le poser. Là, j'ai fait Indiana Jones. Oubliez les légendes urbaines qui circulent en surface. Ici, il n'y a ni messe noire, ni orgie. Un peu aventurier, un peu explorateur, les cataphiles sont surtout de grands enfants. Ce qui est marrant, c'est qu'en dessous, tu gardes un esprit gamin. Et au niveau des âges, pareil, t'as des gamins de 20 ans, moi j'en ai quand même 50, mais on est au même niveau. Les relations sont beaucoup plus simples en dessous. Il n'y a pas de barrière sociale, c'est-à-dire qu'en dessous, on est tous crado. On est tous en cataphile, il n'y a pas le mec qui sera en costard-cravate, l'autre. En fait, on est tous crado, il y en a un qui peut être chômeur, l'autre qui peut être chef d'entreprise, l'autre qui peut être artiste. On s'en fout. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais vraiment l'impression que c'était très dur d'avoir un contact avec les gens, quoi. Enfin, c'est la grande ville, quoi. Et là, c'est vrai que si tu es d'humeur à discuter, tu discutes avec n'importe qui que tu croises, quoi. Le contact est beaucoup plus facile. On fait un petit tour à l'abri des Fayentines ou on le fait au retour, on va aller voir Philibert. Comme on repasse par là, de toute façon. Pour terminer leur périple, Kafka et Gaspard vont se recueillir sur une tombe. Un vrai pèlerinage pour les cataphiles, car cette sépulture n'appartient pas à n'importe qui. C'est celle de Philibert Asper, la première figure légendaire des catacombes. Philibert Asper était, en 1793, portier du Val-de-Grâce, selon ce qui se dit. Et donc en étant portier du Val-de-Grâce, bien sûr, il avait toutes les clés. Donc forcément les clés des sous-sols. Il y avait le couvent des Chartreux qui était pas loin du Val-de-Grâce. Donc il était venu effectivement avec l'intention de piller leur cave, où soi-disant il y avait un trésor. Et le trésor, on s'imagine que ça devait être un trésor liquide. Le fameux élixir des moines chartreux, une recette tenue secrète et un taux d'alcool qui frôle les 70 degrés. Et ce con-là, il s'est égaré, il a dû péter sa lampe. On l'a retrouvé 11 ans plus tard. On a identifié son squelette au trousseau de clés qui était encore accroché à son ceinturon. 11 ans plus tard, il ne restait pas grand-chose. Talleyrand ont dû se faire une sacrée fiesta. Au fil des siècles, Philibert Asper est ainsi devenu une vraie célébrité des sous-sols. C'est la seule personne qui a une tombe sous terre. Il est considéré comme étant un petit peu le grand-père des cataphiles, le saint patron des cataphiles, si tu veux. Voilà, donc c'est devenu un peu notre emblème à nous. Et voilà. Kafka et Gaspard ne rencontreront pas de policiers aujourd'hui. Mais tous les cataphiles n'ont pas leur chance. Il est 14h, cela fait donc 4 heures que Sylvie et son équipe de cataflics arpentent le sous-sol parisien. Il y a une odeur bizarre là. Il y a un truc qui me pique la gorge. Sylvie le sait, dans les galeries, l'odorat ne trompe pas. Cette odeur si particulière, c'est celle d'une lampe à acétylène, celle qu'utilisent les cataphiles. Je jette un œil juste à la salle à côté quand même parce que ça serait bête. Ouais. Des catas sont forcément passés par là. Non, il n'y a personne. Et à l'intérieur, ça sent comment? L'odeur se rapproche. Une odeur très bizarre ici aussi. Sylvie, tu vas faire première à gauche, s'il te plaît. Et un petit muret. Voilà, il y a un petit muret et une petite salle ronde. Tu vois ici, il y a quelqu'un. Ouais, c'est le carburant, c'est une lampe acéto, ça. Tapis dans l'ombre.
Les policiers attendent. Et soudain, derrière ce trou, allez-y, passez dans la salle là, s'il vous plaît. Vous nous videz ce qu'il y a dans vos poches, si vous avez des choses dangereuses, couteau, quelques matières stupéfiantes. Vous ouvrez votre sac, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vais vous faire tout sortir? Bien sûr. Au moins. Bah, tout, hein. Alors, et s'il y a une pièce d'identité, vous me la laisserez dehors, tant qu'à faire. au vu de l'équipement, ces cataphiles sont des habitués. Les policiers saisissent une masse et une bombe de peinture. Fréquentation des carrières interdite. C'est une contravention. Pardon? C'est une contravention. D'accord. Ok. Vous n'avez pas le droit d'être là. On vous remonte en surface. Pour ces deux-là, la balade est finie et l'addition salée. 60 € d'amende chacun et une convocation au tribunal de police. Il est 15 h, la mission des cataflics se termine. Ils retrouvent la lumière en fanfare. Ah, le téléphone se remet en route. Ça bip de partout. À la surface, je ne sais pas si vous avez entendu, dès qu'on remonte, vous avez les téléphones qui bipent, voilà, ça y est. C'est de nouveau la vie normale, on va dire. Mais il n'y a pas qu'ici que l'agitation de Paris contraste avec le calme souterrain. Chaque jour, des milliers de voyageurs empruntent les couloirs de la gare de l'Est. Mais combien d'entre eux savent qu'il existe sous leurs pieds un second réseau de chemin de fer, avec ses gares, ses tunnels, ses embranchements, ses voies de garage et son propre poste de commande? À 10 mètres sous terre, au milieu des parkings et des locaux techniques, depuis plus de 60 ans, de très grands enfants passent des après-midi entiers à jouer au petit train. Bienvenue à la FAC, l'association française des amis du chemin de fer. Là, on est au PK0, les butoirs sont pas loin d'ici. Donc les trains l'échelle 1-1 sont en haut. On entend les gens courir, on entend en haut, c'est le passage de tous les voyageurs qui prennent les Tèges et puis qui prennent les trains qui vont sur Château-Thierry. Donc ça court des fois la banlieue là-haut, ça court. Mais c'est vrai que là, on a l'échelle 1-1 et l'échelle 1,43e. Les membres de la SOS sont très fiers de leur réseau. Leur souci du détail les a poussés à reproduire ici, en miniature, un système identique à celui de la SNCF. Signalisation, électrification des voies, aiguillage, rien n'a été laissé au hasard. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est comme échelle? C'est la 8000. On va mettre la 8000 dessus. Ça fonctionne exactement comme les vrais trains. Là, voilà, là j'ai ouvert le signal et normalement, on va forcer, voilà, et c'est parti. Un petit tour de manivelle, la locomotive s'ébranle et le réseau prend vie comme par magie. Ici, certains étaient cheminots, d'autres non. Mais tous ont la passion des trains, évidemment. Là, j'ai plus de 50 ans, mais à l'âge de 6 ans, papa faisait partie de la fac. Mais en tant que lui, membre, c'était uniquement pour la revue, on venait une fois par an. Et donc, depuis l'âge de 6 ans, je suis venu. Et puis, petit à petit, voilà, depuis 3 ans. Voilà. Oh, ça a tapé là. Ah oui. Ah ça a tapé. Ah non. Ça a bien bingé là. Ça va trop celle-là, je sais pas ce qu'elle a. Ça a sauté aussi sur le dernier bogie là. Oh dis donc, il s'est pas fait semblant là. Il a peut-être quelque chose sur sa voiture qui a un temps pour passer. Non, l'ambiance est bonne, Et vaut mieux parce qu'on n'est pas nombreux, donc si on se bouffe le nez entre nous, alors là... Ici donc, dans les sous-sols de la gare de l'Est, le temps s'est un peu arrêté. On oublie le tumulte de la surface, l'agitation sur les quais. On laisse la place belle à la nostalgie et aux souvenirs.
Pour Serge, 85 ans, doyen de la Sauce, ces trains sont avant tout des machines à remonter le temps. Moi aussi, j'allais où il y avait le dépôt des locomotives à vapeur, je chassais des heures à regarder ça. J'aurais voulu être mécanicien SNCF, j'ai été à l'école d'apprentissage pendant la guerre. Mais la guerre est venue mettre fin à ses rêves. Serge n'a jamais été cheminot. Il a dû se résoudre à embraser une autre carrière. Ma mère, elle m'a dit, il faut que tu travailles. Alors tu passes ton brevet, parce qu'il fallait le brevet pour entrer à la banque, et je suis entré à la banque. Et j'ai fait 38 ans de banque. Mais Serge n'a jamais renoncé à son rêve de gosse. À défaut de pouvoir conduire de vrais trains, il a investi dans les miniatures. Comme la bourse était très bonne, elle payait les petits trains. En 75 ans d'association, Serge a passé des milliers d'heures sous les quais de la gare de l'Est. Mais il y a une époque dont il est particulièrement nostalgique. Et il y avait une ambiance terrible, mais de l'ambiance des années 60, il ne reste plus que moi. Ouais. Aujourd'hui, les membres de l'association sont de moins en moins nombreux et la moyenne d'âge augmente chaque année. Les petits trains n'attirent plus beaucoup les jeunes. Daniel a sa petite explication. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde très sophistiqué, disons, où l'électronique est partout. Demander à un jeune maintenant d'apprendre quelque chose, il faut commencer par le commencement, avoir, y consacrer du temps, de la patience et du soin. Des qualités, me semble-t-il, assez rares. Pour moi, le modélisme ferroviaire, c'est faire des manœuvres, construire des trains, les faire circuler, les faire arriver, les couper en morceaux, reprendre d'autres trains, jouer au train, quoi. Voilà. On est des grands gamins. Voilà. Comme on nous dit, on est des doudingues. Et pendant que les trains miniatures tournent à pleine vitesse sur le réseau, les heures défilent. Sans lumière du jour, difficile de prendre conscience du temps qui s'écoule. Le temps passe vite, les journées sont pas assez longues. Enfin pour nous, hein, il y en a d'autres, bon c'est peut-être... Mais ici c'est vrai que ça passe très très vite, hein, très très vite. Sous terre donc, les journées passent vite pour certains, mais beaucoup moins pour d'autres. Nous sommes en fin d'après-midi. Notre équipe d'égoutiers est en pleine opération de curage. T'as la lampe, t'as la lumière. Ton détecteur, il est pas allumé? Si. Allume-le. Bon, pour faire simple, disons que ce camion fonctionne comme un aspirateur géant. Ce tuyau d'aspiration est branché. C'est Aldo qui se charge ensuite de le descendre dans l'égout. Une fois en bas, il faut assembler et raccorder les différentes sections du tuyau entre elles. La manœuvre est compliquée, tout se fait dans le noir et dans la boue. Vas-y, enclenche! Ça y est, la pompe est mise en marche. Viens avec l'appel! Maintenant, il va falloir aspirer les tonnes de sable qui engorgent le réseau. Et ce travail de forçat va prendre des heures. Armés de pelles et de binettes, les égoutiers ramènent la boue vers le tuyau. La chaleur devient étouffante, les hommes sont épuisés. C'est difficile de marcher dans ce sable huileux et gluant. Attends, je suis collé! Je suis collé! Vas-y! Après 3 heures, il faut s'arrêter. La citerne du camion est pleine à ras-bord. 20 tonnes de sable ont été enlevées. Regarde le boulot, toi. Oh la vache. Allez, j'ai besoin de photos pour mes stagiaires aussi, moi. Il faut voir comment on travaille dans ce métier, là. Et à la fin du boulot, le rituel de la photo. Ouais. Les égouts, c'est une vraie passion pour Aldo. Et d'ailleurs, il n'est pas peu fier lorsqu'il contrôle des égouts qu'ils viennent de réhabiliter. Parce que on a dévié le poste. Un petit peu d'eau, quoi. Mais au moins... Oh, hey, il est pas beau. Oh, il est beau, regarde. T'as vu comment il coule bien? T'as vu? Ouh, ça c'est du boulot. Ça fait plaisir, voilà. Ça, c'est du boulot propre, regarde. Chapeau, maestro. Il y a 2 ans, cet égout était complètement insalubre. Putain, il est beau! Il est beau. Elle est beau! Ah, il est magnifique! Aldo est presque ému du travail accompli. Avec son équipe, il a tout refait à neuf.
Voilà le style de réseau qu'on peut réhabiliter en ce qu'on appelle de l'écoloïdal. Voilà, ça c'est une sorte de PVC, c'est même du PVC directement. Voilà, rien ne s'agrippe quoi, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et nous ce qu'on a besoin c'est que le flux, bien évidemment, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de sable, le sable ne reste pas. Franchement, moi c'est un boulot qui me botte à mort ça. Et après cette journée en enfer, les égoutiers rentrent enfin se changer. Ça sent super bon. Faut vraiment aimer ce métier-là, même si on dit que c'est un métier, ça sent mauvais, c'est les égouts, les gens voient ça comme ça, mais il faut voir ça autrement, quoi. Si on veut que la surface fonctionne, bah, c'est à nous de faire notre job. Donc on va essayer de le faire le mieux possible, quoi. Désormais, lorsque vous marcherez dans les rues de Paris, n'oubliez pas de baisser les yeux et souvenez-vous que sous vos pieds gravite tout un monde.